On entend beaucoup en ce moment que LinkedIn est cassé, l'algorithme a changé et plus personne ne voit mes posts, la prospection, ça marche plus. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et quoi faire. C'est l'objet de ce nouvel épisode de Fractional Talk. Fractional Talk. Aujourd'hui, on a décidé de parler de LinkedIn. Alors pourquoi LinkedIn? Parce qu'on sait que c'est la solution la plus efficace aujourd'hui pour sortir du bouche à oreille. Si on veut mettre en place un pipeline de clients, de la prospection, de la stratégie de contenu, ça, on est d'accord. Mais la question, c'est comment faire? Parce qu'aujourd'hui, on voit des contenus générés par IA, on voit de la prospection agressive, des messages automatisés de partout. Est-ce que ça vaut le coup de démarrer sur LinkedIn? Est-ce que ça vaut les efforts que ça demande? Est-ce que tu peux livrer un petit peu, toi, ton analyse du sujet et ce que tu vois autour de toi? Ouais. Déjà, on va prendre un peu de recul. Avant de parler vraiment pile de LinkedIn, c'est comment est-ce qu'on a des nouveaux clients? Parce qu'en fait, c'est ça le but du jeu, c'est comment faire de l'acquisition. Il n'y a pas 36 000 moyens. En fait, il y a deux grandes familles d'acquisition. Il y a ce qu'on appelle le pull et le push. Le pull, on va essayer d'attirer des profils vers nous et d'initier des discussions. Le push, on va aller vers les contacts pour progressivement, là encore, générer des discussions et convertir ça en opportunités et en vente. Aujourd'hui, si on regarde en push, qu'est-ce qu'on a? On a la publicité, notamment sur Meta, potentiellement. On peut avoir la prospection, donc aller chercher des clients. On peut avoir de l'emailing, etc. Donc, on a un certain nombre de canaux à nos dispositions pour faire du push. Pour faire du pull, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la création de contenu, des podcasts, des partenariats. On peut passer par des intermédiaires, que ce soit des plateformes, des collectifs, des agences. Donc, il y a aussi cette famille d'acquisition qui est le pull. En fait, le problème, la limite du modèle pull, c'est-à-dire d'attirer les clients vers soi, c'est que c'est compliqué de construire un modèle prévisible. Et en fait, on n'a pas vraiment le contrôle. On a le contrôle sur les inputs d'une certaine manière, mais bon, c'est pas comme ça qu'on va construire un pipeline qui va être stable dans le temps et qui va s'alimenter. Donc, il faut bien qu'on ait en complément de ces stratégies-là. Je dis pas qu'il faut faire l'un ou l'autre. C'est pas et, c'est ou. C'est pas ou, c'est et, pardon. Et ben, effectivement, LinkedIn, c'est quand même un super moyen de démarrer ces conversations avec ses prospects qualifiés parce qu'en fait, nos clients sont sur LinkedIn. Dans nos métiers du marketing, du produit, de la com, de la data, du CRM, RH, etc. Donc, c'est quand même une corde à avoir à son arc. Maintenant, le problème, entre guillemets, ou le challenge, c'est qu'on voit que les choses évoluent, que ça change et que c'est devenu un peu plus complexe. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est quand on parle de LinkedIn, faut vraiment avoir l'aspect inbound, outbound. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne sur LinkedIn, c'est d'avoir un modèle hybride qui allie de la création de contenu, en fait, avoir un beau profil, etc., sharp, parce que ça, c'est comme ça qu'on se fait découvrir, qu'on a de la bonne visibilité. Il suffit pas, il s'agit pas d'être influenceur, d'avoir des millions de vues, etc. Il s'agit juste qu'on puisse nous trouver sur un endroit où c'est propre, clair, différenciant, etc. Mais que les Efficace. gens comprennent ce qu'on fait. Qui comprennent ce qu'on fait, qui soient exposés à notre expertise, à comment on pense, comment on travaille, ce qu'on n'aime pas, enfin voilà. Ouais. Toutes ces choses qui fait qu'en fait, les personnes comprennent mieux qui on est, comment on travaille et quelle valeur on peut apporter. Donc c'est quand même important d'avoir un bon profil, de poster du contenu. Alors là, on viendra après dans le détail parce qu'en fait, il ne s'agit pas juste de poster en lançant des spaghettis sur le mur et en voyant ce qui colle. Non, il faut quand même un minimum de méthode pour savoir ce qu'on fait parce que sinon, le risque, c'est de s'épuiser, à faire des contenus, à être mal à l'aise et en plus, ça marche pas derrière. Mais il y a aussi la prospection. Je sais que c'est un gros mot pour beaucoup, mais en fait, faut déstresser sur ça et dédramatiser le sujet. La prospection, c'est simplement ouvrir des discussions avec des leads. Heu et en fait, les 2 marchent ensemble. On va pas avoir autant d'opportunités si on fait de la prospection seule, parce qu'elle va être beaucoup moins efficace que quand on a justement travaillé son inbound et créer du contenu, ça suffit pas à avoir des clients parce qu'il y a des cycles de vente qui sont plutôt longs, où il y a besoin de construire de la confiance et donc il y a besoin aussi d'entrer en contact. Donc en fait, l'un sans l'autre ne fonctionne pas très bien. Par contre, quand on couple les 2 avec une bonne stratégie, là, ça fonctionne. Ce qu'il faut bien avoir en tête au-delà de ce modèle hybride, c'est qu'en fait, quand les gens disent prospection ou entendent prospection, ils entendent sollicitation commerciale. Mmh. La prospection, faut pas l'envisager comme je vais solliciter des gens. Faut la voir comme j'ai un réseau et je vais le faire grandir, capitaliser sur mes contacts, etc. Et en fait, la prospection, c'est rien d'autre que agrandir son réseau et il faut le voir comme quelque chose de long terme et pas comme je vais envoyer un message à un mec pour savoir s'il va acheter mon truc. C'est pas du tout la même philosophie et du coup derrière ça va pas avoir on va pas avoir la même posture, la même philosophie et ça va tout changer.
Donc il y a quand même ce réglage déjà d'état d'esprit à faire, c'est de bien, considérer LinkedIn pour ce que ça doit être pour nous. Ça n'est rien d'autre que capitaliser sur son réseau et le faire grandir, de la manière la plus intelligente possible. Je m'arrête déjà là. Est-ce que toi tu as des choses à ajouter Mmh. Mika, sur ce sujet-là? Bah, moi, je trouve que c'est important de voir cette stratégie hybride, pas parce que, ça permet de à la fois de nourrir et de créer des relations, mais ça permet surtout de pouvoir être repéré là où, le besoin émerge. Je m'explique. Il y a une étude qui montrait que à l'heure d'aujourd'hui, 95 des décideurs B2B, ils sont pas en recherche active d'un produit ou d'un service. Ça veut dire que ce qu'on voit sur le marché disponible, c'est seulement 5 des besoins réels qu'ont les entreprises. Donc, en créant ces contenus, en créant ces discussions, on arrive aussi à se positionner avant que la personne soit en recherche et du coup d'être déjà sur le dossier, d'être déjà potentiellement en train de définir les contours d'une mission ou en tout cas d'une problématique et d'un objectif. Et ça, mis bout à bout ou avec plusieurs posts, plusieurs échanges, etc., ça fait qu'on va avoir un pipeline de plus en plus stable. Et c'est vraiment voir les choses sur le moyen long terme et pas forcément chercher le quick win à court terme qui va faire qu'on va construire une stratégie qui marche bien. L'enjeu, une fois de plus, c'est d'être au clair sur son positionnement, sur son message, qu'est-ce qu'on fait, qui on cible, comment on le formule. Sinon, on met des coups d'épée dans l'eau. Mais une fois que ça c'est Mmh. clarifié, c'est surpuissant de mettre en place ces deux canaux, en tout cas ces deux méthodes, push et pull en simultané. Bah, je vais rebondir sur 2 points que tu as évoqués. Le premier, c'est, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui nous disent, «Voilà, moi je ça roule à peu près, mais j'ai besoin d'avoir une bonne stratégie pour, avoir des leads sur LinkedIn». Et en gros, on creuse et on dit: «Non, non, tu es pas prêt du tout». Parce qu'en fait, ton positionnement, est-ce que, j'arrive à répondre à la question: «Qu'est-ce que tu fais exactement et pourquoi toi?» Moi là, j'arrive pas du tout ou pas Mmh. assez. Et en gros, le prérequis pour, pour que ce système hybride fonctionne, il faut, être super, sur ses appuis en termes de positionnement, pour quel type de cible, avec quelle offre. Encore une fois, parce que j'anticipe, les frustrations, je ne dis pas qu'il faut se surspécialiser, s'ultra nicher dans un truc très précis. Mais en fait, il faut savoir répondre déjà avant de lancer l'acquisition à ces 2 questions, c'est: «Qu'est-ce que je fais exactement? Pourquoi moi plutôt qu'un autre?» Donc ça, c'est mon premier point, c'est, avant de lancer de l'acquisition et de réfléchir à LinkedIn, déjà, il faut se poser sur, son positionnement et son offre. Mmh. Le deuxième truc que tu dis qui est important, c'est 95 des décideurs B2B n'ont pas ne sont pas en recherche active. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les problèmes et des douleurs. Mmh. Ils peuvent être conscients du problème, plus ou moins, ils peuvent être conscients même des solutions, voire des produits, sur l'échelle de Gene Schwartz de Mmh. l'échelle des consciences, des niveaux de conscience. Mais si une personne se présente et que, ce contact comprend que, bah, en fait, oui, j'ai mal là, le coût d'inaction est énorme et en fait, cette personne peut m'aider, c'est là où c'est intéressant. Et nous, c'est un peu ce qu'on recommande, c'est de s'attaquer au marché in-market. En fait, c'est la partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit Mmh. pas, et c'est là où il y a le plus de missions, c'est là où il y a le meilleur potentiel parce que la dynamique avec un client quand on engage, sous Mmh. l'océan, elle est vachement plus forte que quand on répond à une annonce postée sur LinkedIn ou autre. Et en fait, tout le monde se bat sur la partie visible de l'iceberg, Mmh. c'est-à-dire plateforme, intermédiaire, agence, ESN, et cetera. Ouais. Mais en fait, Donc ça va ouais. simplifier le processus commercial. C'est juste que ça va simplifier le processus, ça va nous mettre dans une posture où on va pas être, en demande, mais on va être en co-construction. Et il faut pas oublier que si 95 des décideurs B2B sont pas en recherche active, c'est aussi que le fait d'être en recherche active, c'est super chronophage et énergivore. Parce qu'à la seconde où on se met en recherche active, on poste une offre et vu que le marché, il est ce qu'il est aujourd'hui, on va se retrouver avec pléthore de profils à voir. Donc ça demande du temps de faire le tri, de regarder, de faire des échanges. Donc c'est pas Mmh. forcément agréable aussi. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un moment particulier pour une entreprise d'être en recherche et de poster une offre. Et donc d'être là avant, ça permet aussi de se positionner comme la personne qui est faite pour la mission, qui est l'homme ou la femme de la situation. Je sais pas si je dirais que ça simplifie le process commercial, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, il faut quand même l'art et la science pour, gérer ce genre de process et de discussion, mais il faut faut Mmh. faut savoir comment on fait. Une fois qu'on a maîtrisé ce cadre-là, c'est beaucoup plus simple, Mmh beaucoup mh. plus simple. Par contre, ce qui va changer, c'est quand vous attaquez le marché off market et notamment grâce à LinkedIn, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui et que c'est important. Vous allez être beaucoup moins mis en concurrence ou comparé. Vous allez co-construire le problème et la solution, donc vous allez, vraiment avoir une dynamique commerciale qui est très différente. Et en fait, donc ça demande sans doute plus de méthode que de répondre à une annonce, Mmh. et peut-être un peu de travail quand même. Mais vous allez être vachement plus à l'aise pour la suite du Mmh. déroulé commercial où, en fait, ce que vous allez,
ce que vous allez investir en énergie, en temps, et cetera, en amont, vous allez largement le gagner sur la suite et maximiser vos Mmh. chances de conversion Ouais, dans un marché où c'est Hunger Games et tout le monde se bat pour avoir l'émission, quoi. ouais. Donc, ouais, ouais, complètement. Mmh. Du coup, si on s'intéresse, ok, on revient sur LinkedIn, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on entend beaucoup, c'est l'algorithme a changé, les reach s'est écrasé, etc. En fait, il y a l'algo change, l'algo pénalise certaines actions parce que LinkedIn n'a pas envie. En fait, LinkedIn a quand même un contrat à respecter. C'est faut pas que ce soit complètement naze ce qu'on lise dessus et chiant. Et faut quand même il faut maximiser le nombre d'interactions quand même et que les gens aient de la stickiness, viennent sur la plateforme, passent Mmh. du temps, etc. Et en même temps, ils ont intérêt à pousser des formats publicitaires. Donc c'est un peu l'évolution naturelle. On en reparlera. Je ferai une analogie avec Meta. Mais donc, ce qui se passe, c'est qu'ils pénalisent des choses du style tout ce qui est clickbait, les encouragements à commenter pour avoir un lead magnet, certains formats, tout ce qui est fait par l'IA, parce qu'aujourd'hui, Mmh. je pense que LinkedIn est quand même conscient que l'IA a augmenté l'activité sur leur plateforme en termes de volume, Mmh. mais est en train de leur porter potentiellement préjudice parce que si tout le monde est saoulé d'un ensemble de bruits, de signaux dans tous les sens, qui sont générés par l'IA et qui sont vraiment, devenus une commodité. Tout est homogène, tout se ressemble, tout est naze. Parce qu'en fait, l'IA, ça a quand même industrialisé la médiocrité. L'IA, Mmh. ça a industrialisé la médiocrité. Et en fait, pourquoi donc oui, l'algorithme pénalise certains trucs, donc faut en fait, ce que ça nous dit, hein, tout simplement, faut être, à jour sur l'algorithme. Nous, par exemple, là, on vient de partager une fiche, aux membres de Hyperfractional avec toutes les dernières modifs. Et bah, faut se tenir au courant et faut comprendre les règles du jeu pour bien jouer au jeu, quoi, et pour gagner. L'autre chose qui est intéressante, c'est pas seulement l'algorithme, c'est en fait où en est LinkedIn dans son niveau de maturité en tant que plateforme. Si tu viens 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière chez Meta, à l'époque, ça n'existait pas, donc on va dire Facebook, tu postais un truc, tu étais une entreprise, tu postais un truc sur, Facebook, tout le monde le voyait. Mmh. Heu et au fur et à mesure, on a commencé à dire: «Ah, le reach est en train de baisser sur Facebook», parce qu'avant, c'était magique, quoi. Donc ça, on parle de l'organique sur Facebook, ça a évolué. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup plus de monde sur Facebook, donc beaucoup plus de contenu, donc beaucoup plus de concurrence, parce que, même si on est resté au fil des ans de plus en plus de temps sur, Facebook pendant pas mal d'années, à un moment, ça sature. Donc forcément, bah, c'est, l'offre et la demande. À un moment, il y a trop de contenu, bah, le contenu est moins visible au niveau individuel. Ça a été vrai après sur la pub. La pub sur Meta, c'était magique. Sur Facebook, tu vendais des PDF à 37 €. Bah, pour vendre ton PDF à 37 €, tu foutais 1 ou 2 € de pub et ça vendait ton PDF. Et c'est là où on a eu des gens qui ont explosé, sur ce type de business-là parce qu'en fait, l'acquisition était pas chère, parce qu'il y avait pas encore beaucoup de monde sur la plateforme, et cetera. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur quand on est passé sur Instagram, quand Facebook a racheté Instagram et qu'ensuite on a lancé les stories. Les stories, c'était le modèle publicitaire parfait parce qu'en fait, il y avait peu d'annonceurs sur la partie stories et donc les CPM, les coûts par, milliers d'impressions étaient très bas. Et ça cartonnait. On avait des ROAS, des retours sur investissement publicitaire énormes. Aujourd'hui, l'acquisition est de plus en plus chère, par exemple sur Meta, sur les plateformes Facebook et Instagram. Il y a de plus en plus de concurrence, etc. Il se passe la même chose sur LinkedIn. C'est pas juste que l'algo a pété un câble et est devenu dingue. C'est que LinkedIn, il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de contenu, et donc il y a aussi Mmh. mécaniquement moins de place. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Il faut toujours bien s'updater sur les nouvelles règles de LinkedIn. Un exemple, on a des membres dans le programme Hyperfractional qui utilisent Claude pour soit avoir du feedback sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils postent, soit pour les aider à créer le post. Et en fait, ils le font avec Claude et ça marche plus si bien. Et ils se disent, bah là, j'ai essayé sur mes 10 derniers posts, mais j'ai pas les perfs au rendez-vous. Je leur ai proposé qu'on travaille ensemble avec nous, notre IA Hyperfractional. Donc nous, on utilise les modèles Opus 4.8 de Claude. Donc on utilise la technologie, le LLM de Claude, mais derrière, on a un cerveau qu'on appelle le Hyperfractional Brain, qui connaît toute la data de plein de membres qui ont partagé des choses. Donc il y a tout un historique. On lui upload régulièrement les guidelines de LinkedIn et tout ce qu'on a appris aussi de sources non officielles de LinkedIn. On le refait et là, ça cartonne. Parce qu'en fait, il faut connaître ces règles, il faut comprendre ce qui a fonctionné, et pour ça, il faut récolter de la data, des insights, les mettre dans une grosse boîte, Mmh. une sorte de second cerveau, et l'utiliser. Donc c'est pour ça que même en utilisant les LLM aujourd'hui, les type Claude, ChatGPT, Gemini, et cetera, c'est compliqué parce qu'ils sont pas toujours à jour sur, ce qui fonctionne et ils ont pas la donnée, historique, Mmh. d'autres personnes comme nous qui font ça et pour qui ça marche ou pour qui ça marche pas. Ouais. Donc voilà. Je m'arrête là, si tu veux aussi, Mmh. je veux pas te Ouais. monopoliser la parole si tu as des choses à dire là-dessus.
Non, mais je pense que en fait, la recette, elle est là, mais elle fonctionne uniquement et ça, je pense qu'en fait, à chaque épisode, on y revient. Ça marche uniquement si on a bien clarifié de quoi on parle, pourquoi on en parle et à qui on en parle. Parce qu'on a beau faire le post le plus optimisé qui soit, si le message est pas clair, qu'on ne sait pas pourquoi on poste ça pour que dans la tête de notre prospect idéal, il se passe telle chose, tel switch de croyance, telle, action, ça va pas Ouais. fonctionner. Donc c'est important aussi que ça s'inscrive dans une réflexion plus globale, mais qu'une fois que la réflexion est posée, ben, justement toute la suite est plus simple. La création de contenu, c'est plus fluide, la prospection, c'est plus fluide parce qu'on sait ce qu'on fait, on est au clair sur la stratégie et souvent, on galère à prospecter, on galère à créer du contenu parce que de base, les fondations, les prérequis sont pas travaillés. Alors, on peut donner quelques tips aujourd'hui. Là, on est en juin 2026, hein, les choses évoluent, mais qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas? En gros, faut se dire, la barrière à l'entrée est super faible, parce qu'il y a l'IA. Donc, tout le monde crée du contenu, tout le monde crée 10 fois plus de contenu qu'avant. Maintenant, Mmh. il est assez normal que des profils postent une fois par jour ou plus. Alors qu'avant, il y a 2 ans, c'était un truc, beaucoup moins imaginable à cette échelle. Donc, il y a beaucoup de bruit. Vous avez peut-être remarqué, tous les messages se ressemblent. D'ailleurs, tous les positionnements, j'ai l'impression que tout se ressemble. Dès que tu fais de l'outbound ou de l'acquisition, c'est: j'installe chez vous un système, une machine à lead pour, remplir vos agendas automatiquement, gna gna, enfin tout se ressemble. Mmh. Donc en fait, le truc à faire, c'est être différent et être humain. Moi, mes meilleurs posts, les trucs qui ont le plus fonctionné, on reviendra sur mes critères d'ailleurs. Qu'est-ce qui est un post qui pour moi fonctionne? Vous allez voir que c'est pas forcément le nombre d'impressions, de likes et cetera. Moi, les posts qui ont mieux fonctionné, c'est quand j'écris comme un CM2, de manière hyper naturelle, sans IA. Alors j'ai peut-être utilisé l'IA pour derrière avoir des idées, ou quand j'ai une idée de post, m'aider à me challenger sur qu'est-ce que je vais dire dedans. Mais vraiment, c'est des trucs écrits super simplement, de manière naturelle, avec mon ton. Donc Mmh. moi, tu vois, j'aime bien, à la fois être sérieux, structuré et tout et sortir 2-3 conneries ou des conneries intelligentes du style, là mon dernier concept c'est AI as a bitch, un peu comme, les SaaS, Software as a Service. J'aime bien le concept de mort de faim pour, qualifier un peu les jeunes freelances qui sont pleins d'énergie, qui ont la tête bien faite et qui utilisent l'IA pour, tout, attaquer très rapidement et compléter leur expertise avec, la connaissance des LLM et cetera. Donc voilà, faut trouver en fait, qu'est-ce qui nous rend différents, tout en restant nous-mêmes et faire les choses différemment, pas formater comme, un truc qui a été écrit par Claude parce que tout le monde le voit en fait. Mmh. Si on a créé vraiment un second cerveau sur Claude avec une mémoire persistante et qu'on a bien travaillé son skill et cetera, on peut arriver aussi à automatiser ça ou à semi-automatiser tout ça. Mmh. Si vraiment il a compris notre patte et tout, il y a en général quand même des itérations à faire et des trucs à corriger. Mais voilà, c'est ça qui fait la différence. C'est cherchez pas à être meilleur, hein, cherchez à être différent Mmh. et à dire des trucs intelligents à votre manière et c'est comme ça aussi qu'on attire les bonnes personnes vers nous et qu'on repousse celles avec qui de toute façon il y aurait pas un bon fit. Mmh. Et du coup, comment tu évalues si un post, ça marche ou pas? Tu m'as dit que c'était pas forcément le nombre d'impressions ou les likes. Du coup, c'est quoi le critère? Alors, pour moi, le premier critère, c'est est-ce que ça, et c'est pas toujours, facile à mesurer, mais c'est est-ce que ça me génère des conversations intéressantes qui peuvent déboucher sur des opportunités? Mmh. Donc ça, c'est vraiment en fait moi pourquoi je fais des posts sur LinkedIn? Pour, me faire connaître de mon audience, pour les capter avec, des concepts, ou des discussions qui vont, dans lesquelles ils vont se reconnaître, qui vont leur donner envie d'en savoir plus et cetera. Hem, c'est aussi afficher ma personnalité qui est tout simplement, attirer des personnes avec qui on va bien s'entendre et avec qui on va pouvoir avancer et au contraire repousser ceux, qui vont être totalement hermétiques à mon approche ou à comment je parle et cetera, comment je pense. Il y a quand même le nombre d'impressions, ça compte quand même parce que, Mmh. si mon post fait, 300 impressions, j'ai moins de chances d'être en face, Mmh. de paires d'yeux qui peuvent, par la suite entrer en contact avec moi et qu'on discute et cetera. Ouais, donc la Mais c'est pas le découvrabilité, ça principal reste critère. important. En fait, impression, c'est quand même important dans une certaine mesure parce que c'est à quelle est l'échelle de ma communication, dans quelle mesure je touche des gens. Mmh mh. Les interactions, c'est quand même un peu important parce que ça va me permettre que mon post, justement, ça va, par effet boule de neige, entraîner plus de visibilité, et ça veut dire que mon audience est engagée et que ça leur plaît. Mais le principal KPI, c'est ce que je poste sur le moyen terme. Quand je regarde le nombre de conversations que ça me génère ou que ça me permet d'ouvrir et cetera, est-ce que je m'y retrouve? C'est Mmh. principalement ça. Moi, je m'en f j'ai pas du tout envie de faire des en gros, si demain je fais un post, ça m'est arrivé, récemment. J'ai fait un post qui a fait plusieurs centaines de milliers d'impressions. Derrière, ça m'a pas forcément, amené des bonnes discussions.
Donc bon, bah, ça va peut-être quand même travailler ma visibilité. Donc sur le long terme, l'un dans l'autre, ça peut m'apporter des choses. Mais c'est pas forcément je pourrais considérer qu'un post qui a fait, 3 000 impressions, mais m'a aidé, à convaincre 2 personnes de nous rejoindre, Mmh. beaucoup plus utile et pertinent que, faire des milliers de vues. Ouais. Donc voilà, faut se rappeler de ce qu'on veut enfin pourquoi est-ce qu'on est là, hein? On est là Mmh. pour, générer, des opportunités avec des gens qu'on peut aider. Mmh. Ouais, donc il y a une question de court terme versus long terme. C'est-à-dire que oui, tu peux faire un post qui marche fort, mais il faut se dire que les répercussions vont pas forcément être tout de suite. Ça va se jouer sur le long terme, sur l'audience qu'on a attirée, qu'on va nurturer derrière. Et c'est surtout se dire qu'il faut pas chercher à faire absolument un post viral, parce qu'un post viral isolé, ça va rien apporter. C'est un post qui fonctionne, mais qui s'inscrit dans une stratégie de long terme en essayant de poster régulièrement. C'est ça un peu que tu es en train Souvent de les dire? j'ai même envie de te dire, je vais être un peu provoquant là-dessus, mais pour moi, les posts viraux, souvent, c'est un mauvais signe. Qu'est-ce qui est viral? Souvent, ce qui est viral, c'est ce qui est un peu, dans le contradictoire pour, rester, Ouais. soft. Hem, c'est un peu, ouais, les choses un peu provocantes qui créent une tension et souvent, ces posts-là, ça attire aussi pas mal d'emmerdes parce que, bah, il va y avoir le camp A et le camp B, ils vont se taper dessus, ils vont me taper dessus, ils vont me dire que: «Hein, c'est pas possible, gourou, gna 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 gna». Donc moi, vraiment, limite, le post viral, je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Mmh. Donc ouais, non, c'est pas un objectif en soi, en fait. Moi, Ouais. je préfère, 1 post par semaine, enfin 1 post par jour pendant une semaine et chacun capitalise sur l'autre, construit une audience, Mmh mh. qu'un truc qui pète, qui fait pfff, qui retombe et qui, Mmh. potentiellement m'attire des ennuis, quoi. Oui, ou qui peut nuire à ton Heu, image de marque ou ta personal bon brand après, aussi, quoi. si un truc explose et que il y a du fond et que c'est pas, tu vois, que ça attire des bonnes personnes pour les Mmh. bonnes raisons et que ça génère des bonnes discussions, je suis Mmh. ravi. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup fait ça. Mmh, On mmh. verra. Et qu'est-ce que tu En penses fait je rebondis sur un point juste, parce que ça me fait penser à ça, c'est de se dire, il y a des posts qui ont vocation à faire plus de découvrabilité et des posts qui ont vocation à être plus niche et pas forcément faire beaucoup de reach, mais de taper un point très particulier. Ça me fait penser à la stratégie tofu, mofu, bofu dont on entendait parler, il y a plusieurs années, à toutes les sauces. Qu'est-ce que tu en penses toi aujourd'hui de ça? Est-ce que c'est un framework que tu trouves utile aujourd'hui? bah, moi, je change souvent d'avis. J'ai aucun problème, d'ego à changer d'avis, à dire que ou et d'ailleurs, parfois, je change d'avis non pas parce que j'avais tort, mais parce que les choses changent. Là, tu vois, Ouais. LinkedIn évolue, donc bah, en fait, si tu changes pas d'avis, c'est pas forcément bon signe. Mmh. Moi, en fait, ce que je recommande, c'est 2 choses. Premièrement, arrêtez de trop réfléchir. Il y a trop de là, c'est on se met des frameworks sur des frameworks, sur des frameworks, sur des frameworks. Faites publier des trucs qui sont intéressants. Après, faut quand même, c'est mon deuxième point, maintenir un équilibre. C'est-à-dire, faites pas que des trucs bas de funnel, ou cliquez là-dessus pour prendre un rendez-vous avec moi, pour voir ma vidéo ou je sais pas quoi. Enfin, donc ayez l'intelligence de donner à votre audience, de pas trop faire de posts bottom of funnel, c'est-à-dire qui invitent à une action, par exemple, de vous contacter ou voilà. Faut pas trop réfléchir tant que ça. Faut pas surintellectualiser tout ça. Faut dire des trucs intelligents, qui sont utiles pour vos audiences, qui leur fait réaliser quelque chose, qui leur fait comprendre comment vous travaillez. En fait, c'est, je fais mon post, je relis, est-ce que c'est utile pour mon audience? Pour les Mmh. gens que je vise? Une erreur qu'on fait souvent, c'est et là, vraiment, je suis en train de voir ça, par exemple, dans le programme avec des gens qui commencent à bien changer, de posture là-dessus, c'est faut arrêter de faire des posts pour ses pairs. Donc par exemple, si, je suis un expert, du SEO, je donne un exemple au hasard, je vais pas faire des posts et que par exemple je vise des CMO, je vais pas faire des posts qui vont se faire liker par des spécialistes du SEO. Je veux pas, donner du contenu à mes pairs. Je veux que le CMO qui a telle problématique par rapport au SEO ou en tout cas telle problématique marketing qui va être touchée par ce que je vais dire, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Mmh. Et souvent, en fait, bah, tu vois, par exemple, dans le programme, il y a des gens qui commencent à écrire un article, ils me l'envoient pour feedback, notamment au début, parce que les gens au début ont besoin de réassurance et de guidelines. Et je leur dis, ton post est très bien sur le fond. Tu vas juste tout me changer sur la forme, parce que là, tu parles à ton père, P-A-I-R, évidemment, pas son père. Et en fait, tu vas parler à ton ICP. Donc là, tu vas foutre ça limite dans Claude, et tu dis à Claude, bonjour Claude, j'ai fait un post qui aujourd'hui est très pertinent pour mes pairs experts SEO. Mais j'ai envie d'utiliser le même fond, le même fond, mais de trouver un angle qui va être intéressant pour un CMO. Mmh.
Et en fait, il faut juste opérer un switch. C'est pour ça que tu vois, le diable est dans les détails. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent LinkedIn ne marche pas, j'ai essayé, c'est beaucoup de temps et d'efforts pour rien. En fait, c'est une machine LinkedIn. C'est-à-dire, il y a créer du contenu, ajouter des gens dans son ICP, dans son client idéal, démarrer des conversations, commenter des. En fait, il faut être prêt à avoir ça comme un système où c'est pas des actions isolées. C'est faut construire une machine qui fonctionne et donc faut que tous les points soient reliés dans une stratégie. Quand je dis tout ça, ça peut faire peur parce qu'on se dit: «Ouh là là, ça a l'air d'être compliqué et chiant». En fait, non. Moi d'ailleurs, je suis un gars très simple et j'aime pas la complexité, hein, donc le plus c'est simple, mieux c'est pour moi. Mmh. Donc nous, ce qu'on commande, c'est une machine simple, mais où on fait avec intention toutes ces différentes étapes qui soient connectées entre elles et voilà. Ça reste simple, mais Mmh. ça a du sens. Et donc aujourd'hui, c'est juste, je poste depuis 3 mois, un post par jour ou 5 par semaine et je vois pas de résultat, ça m'amène rien. Bah oui, mais tu as fait quoi à côté? Parce qu'en fait, ça suffit pas. C'est ce que Mmh. je disais, hein, c'est le modèle hybride, il y a, quelques questions à se poser, quoi. Donc en fait, il faut avoir 3 trucs. Pour que ça fonctionne, pour que la prospection fonctionne sur LinkedIn ou comment on utilise LinkedIn pour avoir des clients. Il faut avoir un système, c'est ce dont je viens de parler. Donc il faut un système avec une stratégie sur ces différents éléments. Il faut avoir une méthode parce qu'il faut comprendre les fondamentaux du copywriting qui en plus changent, au fur et à mesure que LinkedIn devient une plateforme qui gagne en maturité, en sophistication et cetera. Donc il faut avoir la méthode. Mmh. Et 3, il faut mesurer. En fait, il faut un système encore une fois minimaliste, mais pour mesurer ce qu'on fait. Parce qu'en fait, si je mesure pas ce que je fais, je peux pas savoir, qu'est-ce qui pète à quel endroit et qu'est-ce que je répare en premier. Et nous, par exemple, c'est ce qu'on fait dans le programme, on a une liste de quelques KPIs, quelques métriques à renseigner qui sont très simples. C'est très simple à faire, c'est quand même pas la mer à boire et ça nous permet de dire: «Ah, tu vois, dans ton système LinkedIn, c'est là que ça bloque, donc là, on s'en fout du reste, continue comme ça, mais là, on va changer, tes actions parce qu'il y a un truc qui bloque». Mmh. Exemple, là, ce qui bloque, c'est que tu parles trop à tes pairs. Tu parles pas assez à ton ICP, à ta cible. Et donc, déjà, il faut qu'on répare ça. Et ensuite, on fait ça pendant une semaine et on voit ce qu'on répare après. Donc, il faut ces 3 choses-là. Il faut un système, il faut une méthode et il faut mesurer. Et quand on a tout ça, on se met dessus pendant un mois et ça fonctionne. Mmh. OK, très clair. Mais je pense que sur ce sujet de parler à ses pairs, je pense que c'est un biais lié à, on fait des posts en étant dans son point de vue. Donc en fait, Le en syndrome de pensant à l'expert. soi-même, on parle aux autres qui sont comme nous, alors qu'il faut se mettre du point de vue de la SCP en face. Et parfois, c'est pas simple de se décentrer comme ça. Donc ça nécessite aussi de changer de point Ouais. de vue. Et Claude peut beaucoup aider là-dessus pour le coup. L'IA, ça peut être un bon use case, tu vois. Pas forcément rédiger le post, mais essayer de De se mettre dans préférence, les pompes de la SCP. Claude, en l'entraînant avec vos données. Nous, par exemple, dans le programme, on file toute une méthode qui met 2-3 heures à installer. Et ce qui permet aux membres, aux freelances d'avoir vraiment leur second cerveau sur Claude Mmh. et en fait de capitaliser sur tout ce qu'ils font avec Claude. En fait, ça se met dans une mémoire et ça fait que, tu fais ça pendant un mois et il y a une mémoire de dingo qui te permet d'être de plus en plus rapide, de faire de moins en moins d'itérations avec Claude et qui vise plus juste, plus rapidement, et plus systématiquement, quoi. Mmh. Mais oui, Claude, clairement, c'est aujourd'hui et je pense pendant encore plusieurs mois, parce qu'on sait que l'IA, c'est très mouvant, ça change tout le temps. Moi, ma reco à tout le monde dans le programme, hein, c'est, arrêter de regarder tous les trucs d'IA dans tous les sens. Claude. Mmh. Claude, même Claude Code, même sans savoir coder. En fait, il y a des fonctionnalités qu'on peut utiliser. Moi, je sais pas coder, hein, je fais juste du prompt, mais j'utilise que Claude Code et en fait, ça change la vie quand on sait faire ça. Mmh. Et concernant, LinkedIn, donc là, on a la stratégie pour, trouver des clients via LinkedIn. Est-ce que ça veut dire qu'il faut délaisser les autres, canaux, le réseau, le networking, des events ou d'autres canaux digitaux? Enfin, c'est quoi ton point de vue sur, l'écosystème à construire? Non, surtout pas. Moi, je pense que LinkedIn, ça doit être assez central parce que nous, on voit les résultats, hein. D'ailleurs, tu vois, tout le monde dit ouin, 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 l'algo, il n'y a plus de reach et tout. Moi, je vois des gens, on partage nos stats. Là, ce matin, il y a un membre qui a partagé ses stats. Mmh. En fait, le reach fait que d'augmenter parce Mmh. qu'en fait, il a la bonne stratégie, les bonnes tactiques. Donc, en fait, donc ça fonctionne. Et là, pareil, on a une membre qui a eu pas mal de wins là récemment, de victoires, de clients signés. Alors oui, elle a dû pendant 2 mois se mettre à LinkedIn, apprendre les trucs, mais au final, ça n'a pas été si compliqué que ça. Et aujourd'hui, ça débouche sur une signature, sur 5 leads qui vont, enfin certains d'entre eux vont signer. Donc voilà, moi je vois que ça marche. Après, en fait, la vraie question c'est où est ma cible et comment je l'atteins. Donc par exemple, tu vois, si je me dis bah ma cible c'est les CMO de tel type de boîte, ok, ils sont où et comment du coup je les touche.
Et ensuite, on priorise parce qu'il ne faut pas se retrouver à s'éparpiller sur 500 000 canaux avec des trucs compliqués, des funnels, des trucs avec des ads et tout. Franchement, c'est pas au niveau 1 ou 2, c'est vraiment ça, c'est niveau 3 pour des freelances qui font déjà 200-300 000 euros par an, je pense. Il y a déjà largement de quoi faire avec d'autres canaux. Donc, faut voir où est son audience. Nous, ce qu'on voit qui fonctionne bien, une fois que les gens ont commencé à maîtriser LinkedIn, nous, on commence souvent de là parce que c'est le low hanging fruit. C'est là qu'on a les opportunités les plus facilement et les plus rapidement. On peut développer de l'emailing. Alors, l'emailing, ça peut faire peur, mais attention, je dis pas d'envoyer des emails débiles, pseudo-personnalisés. Tu sais, tu dois en recevoir toute la journée toi aussi. Mmh. Et les gens qui nous écoutent avec une question pour Mika, point Mmh. d'interrogation. Ou tu vois, des Ah trucs bah, à la con comme ça. Ou des trucs de filou avec le deux points, genre, on a une conversation Non. avant et j'essaie de. Non, tu vois, non, 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 ça, faut pas faire. Mmh. Donc, il y a des règles. Il y a des règles sur l'emailing. L'idée, en fait, si tu veux, le call d'emailing. Donc, imagine que tu envoies plein de mails à des gens que tu connais pas. Le taux d'ouverture du call d'emailing, c'est entre 1 et 3%. C'est une étude Gartner qui montre ça, donc c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une étude robuste et solide. Nous, on vise plutôt moins de volume, mais plus d'efficacité, on vise plutôt des taux d'ouverture à 30-40%. Mmh. Donc si tu veux, pour avoir 3 mails ouverts en call emailing, faut en envoyer 100. Nous, pour avoir 3 mails ouverts, faut en envoyer beaucoup moins. Mmh. Faut en envoyer 10. Et donc, il y a toute une stratégie à avoir là-dessus. C'est pas mal l'email en doublon de LinkedIn. Par exemple, imagine que je vise une cible de CEO, par exemple, qui n'est pas souvent sur LinkedIn. Il y en a certains qui le sont, il y en a certains qui ne sont pas. Le doublé d'un emailing quand j'ai pas eu de réponse sur LinkedIn après peut-être une relance, ça me permet d'utiliser un autre canal pour toucher cette personne qui est juste, en fait, tu sais pas, mais elle est peut-être sous l'eau, elle a 1 milliard de golemons qui lui écrivent sur LinkedIn pour lui vendre des trucs. Et du coup, ils prennent même plus la peine de regarder. Et du coup, par email, ça peut fonctionner. Mmh. Donc, en complément, l'emailing, ça peut être bien quand c'est bien fait. Les événements, par exemple, si nous, tu vois, on a quelqu'un qui travaille dans le secteur du voyage, il y a un grand événement avec sa cible dans le secteur du travel qui va y être à Paris, on a mis en place une stratégie pour cet événement pour vraiment optimiser sa présence pour en sortir avec des leads qualifiés. Donc, il y a plein d'autres canaux. Il faut juste pas s'éparpiller. Il faut trouver ce qui est bon pour soi. Ça peut être utile de se dire, je crée un média, une newsletter, un podcast. Tu vois, par exemple, nous, le podcast, ça nous prend au total de bout en bout 1 heure, 2 heures par semaine. Mmh. On arrive, on prépare vaguement le sujet, on se dit à peu près les points desquels on va parler. On appuie sur Rec, on appuie sur Stop, on fout une IA qui nous fait une miniature et la description et tout sur le tout, on balance. Donc, Mmh. quand on a des modèles comme ça et qu'on a des vraies choses à dire, par exemple, sur une niche, le podcast, ça va être super. Et Ouais. t'invites un invité toutes les semaines et tu prépares un peu le truc. Et en 2 heures par semaine, tu peux faire un truc bien. Mmh. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. C'est pour ça que nous aussi, on guide les gens avec qui on discute et qu'on accompagne parce que c'est difficile de s'y retrouver. Mmh. Donc nous, on s'assure de bien comprendre leur cible, ce qu'ils veulent résoudre. Et derrière, on les conseille sur quelles sont les bonnes choses à activer. LinkedIn, c'est quasiment sûr, on va le faire. Mmh. Et il y a d'autres choses potentiellement qui peuvent compléter ça. Ok, très clair. Donc je pense que là, la boucle est bouclée. Est-ce que tu veux conclure, laisser un petit mot de la fin? C'est quoi le message clé que tu veux qu'on retienne là, suite à tout ça? Le message clé, LinkedIn n'est pas mort. LinkedIn est devenu plus exigeant et ça va continuer à l'être parce que il y a beaucoup de bruit, donc il faut sortir du lot. Il faut du coup être différent, être efficace, comprendre les règles du jeu. Et donc la question, c'est pas LinkedIn ou pas LinkedIn. Est-ce que LinkedIn est cassé? C'est LinkedIn évolue comme toutes les plateformes et c'est normal. Comment est-ce qu'aujourd'hui j'apprends ces règles du jeu et que je me maintiens informé et que j'arrive à en tirer le meilleur parti? Parce qu'aujourd'hui, il est très probable que de très nombreux clients potentiels pour vous sont sur LinkedIn. Et du coup, il faut juste comprendre comment les trouver et comment ouvrir des discussions avec eux. Mmh. Trop bien. Bah écoute, est-ce qu'on s'arrête là pour aujourd'hui? Ça me semble pas mal, hein. Ça a été dense. Mmh. Beaucoup d'infos, assez techniques, mais avec la bonne méthode, tout se passe bien. Donc pensez à vous abonner, laissez un petit commentaire, un petit like pour pousser la chaîne. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode suivant. Ouais, et puis j'oublie tout le temps de le faire. Merci d'être le good cop, Mika. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, qu'on n'a pas encore abordés, sur lesquels vous aimeriez avoir des réponses, commentez, dites-nous. Mmh. On a largement de quoi faire parce qu'on a un podcast par semaine. On prend à chaque fois une problématique. Donc, dites-nous quel Ouais. serait pour vous le prochain épisode le plus utile et puis on le fera. Exactement.
Bon, bonne semaine à tous et puis à la prochaine. Merci Mika, ciao tout le monde. Bye.